Les bourgeois, ça leur file des transes, des aigreurs atroces d'entendre gueuler « Soviet partout, Soviet tout de suite !» Et ils y tiennent à leurs papiers de rente, qu'ils s'entorchent, mais qu'ils les gardent foutre les jolis. Voilà ce que répondent les maçons. Ne rien détruire, tout pourrir, c'est le dernier mot des loges. Que tout s'écroule, mais sans fracas, sans émeute. Les Français de droite comme de gauche sont conservateurs avant tout, par-dessus tout. Ils redoutent les changements sociaux pire que la peste, pire que la guerre. Ne plus retrouver leurs habitudes, c'est la fin du monde pour les Français authentiques, de droite ou de gauche. Le peuple pour les habitudes, il est encore pire que les plus naphtalants bourgeois. Une fois l'ouragan passé, il se précipite sur les décombres. Le peuple, il sauve tout ce qu'on peut sauver. Il ramasse tout, il reprend tout. Les pires vacheries, les pires impostures, les pires fariboles, les pires préjugés, toutes les morales les plus crasseuses. Il va au nu que de sottises. Il repompe tout ça. Il rafistole, il adopte. C'est son sentiment, pas affranchi pour de ronds. S'il fait des révolutions, le peuple, c'est pas pour se libérer, c'est pour réclamer des tyrannies plus solides. S'il y a une chose qu'il déteste, le peuple, c'est la liberté. Il l'a en horreur, il peut pas l'avoir. Le peuple, c'est un vrai musée de toutes les conneries des âges. Il avale tout, il admire tout, il conserve tout, il défend tout, il comprend rien. Le petit bourgeois, ce qui le tracasse, le coagule, le chiffonne énormément, c'est la destruction des rentes, la fonte des économies. Il peut pas s'y faire, ça le dépasse, ça le démoralise. C'est trop d'escroquerie, coup sur coup, qu'à cela ne tienne. Toutes les concessions doctrinales pourvu que petit bourgeois laisse pas tomber l'armée française, reprenne sa place aux effectifs, qu'il bondisse à la gare de l'Est, qu'il saute sur les marchepieds au premier roulement du tambour, qu'il fournisse encore une fois les cadres à la pipe. Voilà l'essentiel. Les cadres. La très impérieuse condition du prochain tabac. Les cadres. C'est tout bourgeois, les petits cadres. Gaffe. Pas de divaguerie, pas de dorage de pilules. C'est tout cuit. Impossible de mobiliser sans les petits cadres petits bourgeois. C'est midi. On irait jusqu'à rembourser à petit bourgeois l'emprunt russe pour qu'il retrouve sa vaillance, tout son cran, tout son moral avec ses coupons, son patriotisme exultant, toute sa combativité, sa joyeuse furia de 14. Petit bourgeois, en avant les incomparables, la partie vraiment sérieuse, essentielle de l'armée française, sans aucune substitution, suppléance possible, c'est la gradaille petite bourgeoise, tous les bacheliers dans la danse, sans les petits gradés bourgeois, sergents, serfils, lieutenants, capitaines de réserve, l'armée française n'existe plus. La horde seulement, comme ça, toute seule, c'est la débraillerie qui commence. La foire aux armées, le vertige de toute la canaille. À la première anicroche, tatouille, catastrophe, c'est pesé. Ça se terminerait en 8 jours. Les petits cadres ne se recrutent bien que dans la petite bourgeoisie. Évolution de masses impossible. Plus de raccrochage au terrain. La ténacité, le ressort, la tête de cochon dans le malheur, la fierté du devoir accompli, le sens hargneux du sacrifice, toutes ces balancelles sinistres sont des vertus petites bourgeoises, très proches, parentes, traditionnelles, du très bien savoir se priver, du jamais rien prendre à crédit, de la prévoyance du lendemain, de la féroce économie, de l'existence pauvre mais honnête, du rien demander à personne, du faire honneur à ses affaires. Ces dignités cafardeuses font merveille sur les champs de bataille. Elles valent à l'armée française ces extraordinaires petits cadres, admirablement sérieux, valeureux, de bravoure tranquille, sans limite, infiniment prévoyants de toutes les embûches, inlassablement redresseurs de toutes les situations, les plus précaires, les plus effroyables, jamais défaillants, jamais déprimés, jamais vautrés, jamais saouls, jamais exigeants pour eux-mêmes, jamais gaspilleurs, d'hommes,
d'hommes, ni de mots, toujours regardants, toujours soupçonneux, des démonstrations coûteuses, pas spectaculaires pour un rond, petit gradé parfaitement responsable, jamais gaspilleurs de rien, ni d'un chargeur, ni d'une gamelle, ni d'un homme, anti-prodigues, seulement généreux de leur propre sang, et jusqu'à la dernière goutte, et pour les autres, pour leur escouade, leur unité, toujours les premiers à la pipe, sans arrière-pensée de gloriole ou de récompense. Citations et médailles peuvent pas beaucoup les régaler, vu leur disposition jalouse, hargneuse, dénigrante. Ils se trouvent mieux dans le devoir tout sec. Les honneurs pour autrui les vexent, les honneurs pour eux-mêmes les gênent. Petits bourgeois de la sorte, si crasseux, si rebutants, si dégueulasses, si peu lyriques en temps de paix, deviennent facilement à la guerre des drôles de héros formidables, martyrs extrêmement susceptibles, qui ne demandent rien à personne et qu'allongent comme ils ont vécu dans la haine des témoignages et des appréciations flatteuses. Vous pensez bien que les sont parfaitement au courant de ces qualités petites bourgeoises, si authentiquement guerrières, si parfaitement combattantes. Il n'y a pas de bassesse qu'ils ne fassent en ce moment pour envelopper petits bourgeois, pour qu'ils boutent pas la croisade, qu'ils laissent pas tomber ses galons. C'est pas les cohortes ouvrières rugissantes de bourdes connasses, perdues en pitanches, pourries de slogans marxistes, absolument hébétés, larbinisés, vachardisés par les jérémiades revendicatrices qui vont comme ça du jour au lendemain relever les petits bourgeois dans les petits cadres. Clopinette, Prolo a pas le sens du devoir, il faut que le boulot le conduise. Sans Pointeau il n'existe pas, sans la gradaille bourgeoise au cul tout seul, c'est plus qu'un robot jouisseur, un anarchiste fade. C'est la petite bourgeoisie en France qu'est la classe sérieuse, pas mystique mais consciencieuse. Le peuple, il est rien du tout que de la gueule et du moindre effort. C'est la petite bourgeoisie qui a l'habitude de se priver, de se refuser tout plaisir, de même jamais rien désirer d'agréable, de prévoir toujours les pires catastrophes et toujours en définitive de se trouver marron, encore responsable. C'est pas le peuple. Voilà l'entraînement à la guerre 100%, incomparable. L'état-major, il est pas fou. Il se rend bien compte que sans les petits cadres petits bourgeois, les pommes sont cuites. D'abord, les gradés ouvriers jouissent d'aucun prestige sur le peuple. Pas de bachot, pas de prestige. Le peuple, dans les circonstances graves, il veut avoir des cadres bourgeois, des bacheliers. L'ouvriérisme, c'est pour la gueule, pour les élections, pour les chorales, pour l'humanité, pour le théâtre. C'est pas pour les moments tragiques. Pas plus qu'un médecin né du peuple, ça fera jamais un vrai médecin. Pour les ouvriers, ça n'existe pas. Qu'ils reprennent donc tout de suite leur autorité sur le trèpe, les petits bourgeois, et que ça saute, et que ça fulmine. Le salut de la patrie l'exige avant tout, qu'ils empaquettent tout ce bétail, qu'ils emmènent tout ça dégueuler dans l'Est, leurs 100 000 sottises, toute leur tripaille de cocu dans les bourbiers maginaux, dans la folle farandole marseillaise internationale, sous les torrents d'hypérite, la situation rétablie, les hiérarchies retrouvées, restaurées, les choses redevenues normales, très bien, parfait, soupir. Ah, les affranchemans, les insatiables de justice, on va vous servir, les lions de cellules. Attendez, mes turlupins, vous allez jouir, on vous estime à vos valeurs en très haut lieu, on vous prépare des fins d'artistes, des révélations mirifiques sur vos authentiques natures, bougez pas, des reluisances impériales, le bastarde, fils de Céleste, Mérote, Alphonse, Laridon Paul, Portu Joseph Marmadou, Louis, Sangou François, tous répartis bien en guirlande autour du lieutenant vers les Jules, licencié en droit, ça va, madame la marquise, très bien, des agonies pas banales, vous finirez en vraie dentelle, plein les barbelés, vous finirez transparent, frémissant au moindre rafale, ondoyant aux bouffées d'obus, quel trépas, héros des viandes rouges, limés, repassés, fondus, lustrés, empesés, mousselinés par les tanks, vaporeuse résille ardente, oriflamme d'or et de sang.
vous entrerez dans l'histoire, drapeaux tout vifs, tout rouges internationaux de tous les sangs des classes unies. Jéroboam Pelliculeman viendra vous prendre en photo comme ça, merveilleux, suspendu pour les regards de la victoire, le super périodique, l'hyper prodigieux illustré de la ferveur croisadière, le nouvel organe jusqu'au bout du parti central communiste. Vous enflammerez les morals, rien que par la vue de vos carnes décomposées, dansantes dans les brises. Rachel Madelon, Max Prépu chanteront vos trépas sublimes aux ABC. Alors, ça vous dit rien, figure? Vous êtes pas émoustillés, on vous prépare toute la gloire. Vous avez plus qu'à rejoindre. Merde, rien vous suffit. Saisissez-vous un peu les tendances? Allons, maniez-vous. D'abord, votez bien patriote et même oignon national. Le prochain coup, plutôt radical dans l'ensemble, aux élections 41, si on vous laisse le temps, aux commandements. Les Anglais voteront plus à gauche, plus agressifs, antifascistes, très exigeants. Une fois que vous serez partis, bifin, fleurs au fusil, faire des prouesses dans la mitraille, ils épauleront tous vos efforts, les Anglais, toutes vos vaillances, par l'aviation, la Navy. Vous serez bien contents. L'horloge milliardaire et royale prêteront tout leur concours au parfait service des étapes. Vous les retrouverez, les Anglais, au bifur, prestigieux et reposés. L'Angleterre, c'est tout plein d'élites, toujours prête à jouer les beaux rôles, élevés, distingués, officiels, les fonctions d'arbitre dans les corridas, jusqu'au bout. Et la prochaine sera fadée. Ce sera une merveille de rendement, d'organisation. Remarquez déjà la classe du grand travail préparatoire. Vous ne faites rien, ne décidez rien, Français, ouvriers, bourgeois. Vous ne pensez rien, vous ne savez rien, vous ne votez rien, vous ne hurlez rien qui n'ait été ordonné, manigancé, mijoté, ourdi pour votre gouverne des années d'avance par l'Intelligence Service. N'est-ce pas splendide? Votre destin est en fiche à Whitehall. Vous serez expédié, wagonné, retranché, éclaté, émietté à l'heure W-H pour la jubilation des banques, du Comintern, de la grande famille. Tout cela est écrit, inscrit, répertorié, prévu dans les plus infimes détails avec les poids, les qualités, les nervosités, les convictions de toutes les viandes, de toutes les provenances, pour chaque pays, chaque province, chaque bataillon. Vous n'existez plus, vous n'êtes déjà plus que des souvenirs, vous n'en savez rien. Ça, c'est prestidigitateur. Faut bien qu'on en reparle. C'est une rengaine, mais ça ne fait rien. La gravité de la chose. Qui nous trame, trafique, ourdit, provoque toutes nos révolutions, tous nos désastres, toutes nos guerres, tous nos massacres, notre perpétuelle répugnante débâclerie, là, messieurs, mesdames, et surtout l'anglaise, le condensé virulicide des plus pernicieux vibrions de toute l'espèce, les mieux préparés, par passage, mijoteries innombrables, séculaires à nous fermenter davantage, nous liquéfier, nous puruler, nous corrompre fantastiquement, et puis nous repiquer encore, requinquer en transe belliqueuse, au tétanisme furioso-démagogique, aux obscénités suicidaires, à la mer de 93, et puis nous sonner de nouveau, nous affaler dans les chiottes du suffrage universel, tous saignants, pas regardables, perdus, léthargiques. Et ça continue la musique, et ça finira jamais, les accès, les transes, les gigoteries épileptiques, tant que les britons l'auront si facile de nous mettre en boîte, y a pas de raison que ça se termine. Notre destin est catastrophe. Marlène Dietrich ne pouvait rien, qu'elle prétendait contre l'amour. Elle avait pas de résistance. Nous non plus. On n'en a pas contre les vacheries de l'intelligence. On est de même. On se refait pas. On est dévoués. Elle nous mine. Elle nous ravage. Elle nous saccage. Elle nous éreinte. Elle nous
nous pourrit de mille manières comme elle veut. Jamais un mot dissonant, l'engeance vibrionne anglaise peut effectuer sur nos viandes les plus folles proliférations, les plus gangréneuses, les plus nécrosantes, les plus déconcertantes de délabreries très horribles. Jamais une remarque. Nous nous prêtons d'enthousiasme, adorablement, aux plus guignolesques, abracadabrantes charogneries, 14 et la suite, du moment qu'elles sont inspirées, ordonnées par l'intelligence. Nous raffolons de nos vautours, de nos diaboliques. C'est notre masochisme à nous, national, notre vice étranger, notre exotisme au nord, qu'ils nous détruisent, qu'ils nous dépiotent, qu'ils nous vident, qu'ils nous retournent le blanc des yeux. On aime ça, on leur appartient corps et âme, on est leur cobaye, leur folle viande d'essai. C'est nous les parcs sociologiques des pires comploteries maçonniques, de toutes les vivisectionneries expérimentales, de toutes les guerriologies furieuses. Rien ne nous rebute, rien ne nous semble excessif, jamais de refus, jamais un mot disparate. La vraie devise des Français 1938, tout pour les d'Angleterre, tout pour Ben John Bull. La cité, l'intelligence, la cour anglaise sont parfaitement responsables depuis Cromwell de toutes nos faillites, de toutes nos débâcles en tout genre, continental, colonial, social, monétaire, spirituel. La grande maçonnerie anglaise et la nôtre dans l'obédience nous maintiennent impeccablement dans les moyennes putréfactions. La fantastique, interminable prospérité britannique n'existe, ne dure, ne peut durer sans éclipse qu'en fonction de notre servitude, de notre ahurissement, de notre débilité, de notre endémique anarchie. Une France toujours bien faisandée, politiquement bien grotesque, velléitaire, hableuse, cafouilleuse, toujours tout près de la faillite, budget jamais en équilibre, docile à tous les ordres bancaires, c'est-à-dire au crochet de Londres, est une France extrêmement maniable, infiniment agréable aux lords que de la cité, jamais de résistance, une véritable providence, selon l'heure, les circonstances, y a qu'à nous agiter un peu, nous attiser, nous filer encore quelques secousses, un peu de panique, nous tritouiller, nous raviver la pourriture, nous asperger, si c'est le moment, de quelques révulsifs scandales, Panama, Dreyfus, Stavisky, et ça repart de plus belle, et ça refume, ça refermente, on est de plus en plus pourri, c'est un plaisir. Comme ça qu'elle nous entretient juste devant sa porte l'Angleterre, qu'elle nous possède à la fourche, un purin splendide, plus ou moins croulant, juteux, gonflé, raplati à son aise, toujours prêt à se faire envoyer lui fumer d'autres bénéfices, d'autres comptoirs britanniques un peu partout. Ça va, ça ira. Jamais ils l'ont eu si facile, les business britons, qu'avec nous sur le continent, toujours prêts à nous répandre dans toutes les crevasses, dans toutes les horreurs qu'ils fricotent pour que ça repousse, que ça reprenne admirablement, que ça refleurisse magnifique dans leur prodigieux jardin. Même les Indes, ça n'existe pas à côté de nous, comme enthousiastes, comme frénétiques, comme dévotieux à la cause, à la gâterie des pires maquereaux de la mort que le monde a jamais connus. L'Espagne, depuis l'Armada jusqu'au débrayage franco, stagnante, putréfiée, croupisseuse, toute la péninsule en magma d'ordure, quel parfait bourbier ravissant pour l'intelligence service. Une Espagne doucement purulente, nécrosée, enfiantée, gisante, avec clergé tout à fait toc, anesthésiant, une administration de pieuvres, une police bien comploteuse, bien cupide, bien maçonnique, voilà qui colle splendidement, rassure pleinement l'Angleterre. Une Espagne bien impuissante est aussi indispensable à la prospérité anglaise qu'une France connasse et belliqueuse. Tout ce qui abaisse l'Espagne, élève, rassure l'Angleterre. C'est le principe depuis les Tudors. Une Espagne puissante menace l'Angleterre dans son vif, sur l'Égypte, vers les Indes. Impossible. Question d'être des otages pourris. L'Espagne nous ressemble au poil, tous les deux à la même enseigne.
La très périlleuse hégémonie de la cité sur tout l'Orient, proche et lointain, ne tient qu'à un fil, et ce fil passe par l'Espagne. Si l'Espagne bouge, se redresse, tout casse. Une Espagne forte, indépendante, et les carottes anglaises sont cuites. Sahara Briton peut faire ses mal. Ben John Bull, une croix sur les Indes. Aussi, voyez comme il s'affaire, le gros maquereau britannique, comme il la couve, l'entretient, la guerre d'Espagne, aussi bien d'un côté que de l'autre, par Leb, par Sassoon, côté gouvernemental, par Rothschild, côté franco. Jamais de succès décisif, jamais de victoire concluante, ni d'un côté ni de l'autre, que des carnages, que des massacres de plus en plus ardents, que ça saigne, que ça jute, que ça pisse partout très abondamment, que personne ne puisse jamais prétendre « c'est moi le plus costaud, c'est moi le plus sérieux, c'est moi qui a gagné ». Ça n'existe pas, pas plus qu'entre Français et Allemands. Tous les cadavres, tous les blessés, tous les vendus, tous les perclus, tous les paumés dans le même sac après 10 ans, 20 ans de guerre. C'est l'Angleterre toujours qui gagne. L'Albion en définitive qui croque tous les marrons du feu. Ça va de soi, on fait même plus attention. La puissance britannique est une puissance de charognerie qui ne s'entretient, ne se maintient que sur la décomposition de tous les États qu'elle domine. L'hyène anglaise ne s'engraisse que dans les charniers. L'Intelligence Service lui organise de siècle en siècle toutes les catastrophes, toutes les hécatombes dont elle a besoin. Sans l'Intelligence Service, l'Angleterre, avec ou sans charbon, se verrait très vite réduite à la portion la plus congrue. On la retrouverait plus bas que l'Irlande. Quand vous descendez hurler vos ferveurs sur le passage de George VI, de Sarren, Bowen, Lyon, mandaté par Chamberlain, Eden, Howard Belisha, Auray Belisha, enrobé dans la troupaille des plus chevronnés bourricots vendus de la ministrerie française maçonnique, nos caïds de service, vous pouvez sûrement vous vanter d'avoir merveilleusement passé votre après-midi. Maçon Lebrun, maçon Bonnet, maçon Windsor, maçon Mary, maçon Prince, maçon Princesse, maçon Daladier, maçon Bourrique, maçon Langeron, tout ça ensemble, c'est splendide. Ça peut déjà vous faire plaisir, très plaisir, mais c'est encore suffisant, je trouve. Il en manque. Pourquoi on les invite jamais, les bourreaux de la Tour de Londres, avec leurs collègues de Paris, Monsieur Desblés et ses aides, à défiler? Ça leur est dû, ça serait que justice. Les massacreurs à la main, les prolétaires de la chose, ils ont aussi droit aux honneurs, c'est de la muflerie de notre part, ils devraient figurer dans le cortège, ça se faisait aux grandes époques, ça serait normal qu'on les acclame, enfin, surtout ce qu'il manque, pour l'éblouissement des foules, c'est la bouleversante présence, en chair et en os, campée sur piaffant destrier, des 4 grands sorciers suprêmes de l'Intelligence Service. Vive Lord Amiral Sinclair, vive Lord Duvin, vive Sir Monkey, vive Sir Montagu Norman, sorti au grand jour pour une fois. Ah, l'exaltante, sublime minute, là, sous nos yeux, quelle faveur divine. Je voudrais que défilent en plus messieurs Rothschild, Stern, Lazare, Sassoon, Barouche, Dreyfus, Warburg. Ils ont largement mérité, contribué. Alors, ce spectacle, cet embrasement des populaces au grand soleil. Vive le roi, mais oui, vive le roi, certainement, mais n'oubliez foutre personne. Vive la belle chambre des lords, vive la plus haute loge d'Écosse, vive tous nos carnages, vive toutes nos tueries d'Ariens, vive le très grand Sanhédrin, vive nos maréchaux si larbins, vive nos patriotes si stupides, trop acharnément cons pour vivre, vive les couteaux toujours plus gros, vive les veaux, vive les biques, vive les bourriques, vive les bourreaux, vive nos rois catastrophages, tout rutilant, dégoulinant de viande dépecée, fumante, vive toutes nos tripes au soleil, à bas les viscères, vive toutes nos tripes autour du cou, vive nos tripes un peu partout, hurrah, hurrah, vive toutes les crèves, vive les supplices, les abattoirs au plein pouvoir, amen, amen, bordel de Dieu, nom de Dieu, Hosanna, vive Te Deum, pomme, sacrifice, merde, péritoine, à genoux, chiasse, croix de notre mère, vive l'entrepôt des viandes ferventes.
Georges VI, Bénèche, Daladier, Monsieur Lebrun, Roosevelt, Pétain, Madame Simpson, Barouch, Staline, Masaryk, le Comintern, Blum, Suey-Végan, la Chambre des Lords, le Grand Orient, les damnés bien en chair, Thorez. Quels sont les patrons de tous ces pantins? Qui les commande aux ficelles? Qui supervise tous ces tréteaux? Mais les ramasseurs de l'or, les banquiers, les trusts, les esprits de l'or, les ardents du grand secret, du cal, de l'intelligence. Pourquoi travailler du mystère, du micmac fardé, du chichi puant, de tous ces midis 14 heures? Pourquoi tous ces mots putassiers, toutes ces ruses brouillamineuses, ces bulles de marée phrasouilleux, toutes ces chiasses verbiologiques, toutes ces mythologies marxistes, humanitaires, libératrices, trous du cul triste, tyrannicoles, tout ce moracisme rhétoreux, ces trafignoleries surtendues, ces dialectismes décervelants, on ne comprend plus. Voilà, ne rien comprendre. Buée, nuages, poudre, chèvres et chouteries faraminantes. Au fond de tout ce charabia, le trognon tout pourri du monde, l'âme du monde, c'est tout. Salade, pétrin, bouillie de perdition, tout en vase fraternitaire, humanitaire suffoquerie gluante, où le trèpe fonce, bourbe, s'affale, vinasse, dégueule et s'endort. S'endort? Pas longtemps, jusqu'à l'extrêmement prochaine. On va vous réveiller, spumeux, pardon, papillon, rêveur fascicule, les fournaises sont presque à point, crépitent, tout le lointain flamboie déjà fort joyeusement, des fleuves jaunes aux crêtes de Castille, les maudits lâchés caracoles, ça va ronfler comme un enfer, dodo, dodo, petite canaille, petits lardons assoupis, on va vous friser la couenne, la dure plante des pieds au tison. De Moscou la torture, à Washington pétrole, par Londres la gavée, toute la râle, trépigne, s'exaspère, menace, éperonne ces maçons feignants, les loges repues, tous nos caïds, nos jouaux surempaoutés, surtrouilleux, et alors, foutre chienlit vendu, c'est pas terminé vos causettes? Quand donc il va foncer votre trèpe? Vous vous touchez Paris les miches, tortues raisonneurs, crapuleux ivrognes, écœurants valets, trogne bandite, félon, chancre mou, voyou falsifieur, allez me chercher Bayard, ici, un grand coup de bugle pour la vaillance, l'occasion est magnifique, le maréchal Bedin s'avance, Vrinzé, Vrinzé, ovation monstre. J'étais aussi à Charleroi, comme vous tous, j'en suis bien revenu. Blus de guerelle, Blum partout, l'oignon sacré. Faites-vous bien tous engueuler par nos bons pères égudés. Garde à vous pour défiler. Les engueulés de la gauche, 1, 2, 1, 2. Les engueulés de la droite, 1, 2, 3, 4. Tout est à lui dans la baderie, corps et âme à venir. Pisse au cul du souvenir, culte du souvenir. Souvenir des culs, présent, amour, délices, orgue, violon, tout à lui, affable, plus affable encore, suprêmement dévoué, la Marseillaise, magnanime, tout pour la baderie vrinçaise, où tous Français seront enfin crevés, quelle ivresse, tous sublimes, ils vous ont choisi, baderie, où tous les feux du monde triomphant sur vos cadavres, par vos cadavres, pourront enfin bien circuler, prospérer admirablement, sans jamais plus rencontrer l'immonde, prétentieux, reprocheur et criminateur indigène. Si salopio que vous êtes, pfui, raca, poids, sur votre charogne, vomi, poubellique, glave, une France toute libérée, sans Français vivants à la ronde, récurée de toute la France caille, désinfectée 100%, toute purifiée par les batailles, Français, tortillés dans les minutes que nous vivons devient un crime. Ne sursoyez d'une minute, d'une seconde, sus au teuton. Pour la 27e fois, le Rhin va charrier du sang, regorger, que ça débordera de partout. Les dieux vous gâtent, vous régalent, tous comme un seul homme unis dans la mitraille, pour la France éternelle, la plus cocu des baderies, badriotes, tous devant moi, Bedin, ça va? Je suis derrière vous tous, moi, Bedin,
pour la baderie des cadavres, pour la France maçonnique, tombée, disparue, évaporée au champ d'honneur 3 fois, 20 fois, dis-je, l'oignon national, bouillant, toutes les trombettes guerrières ont sonné l'heure des combats, sautez au conflit, engeance se saoule, je reviendrai vous faire l'appel dans quelques mois, moi Beudin, et contre cadence, voyou de la chaux vive, compris, garde à vous, faquin des rafales, rampez à vos tombes, que j'en prenne un qui fasse la fosse, qui se tire avec son linceul, merde, je le tournique d'auteur aux cultures, j'en fais la honte des asticots, je le fais braiser aux Navarins, par 4, par 1000, 10 millions, marche, je vous retrouve aux nécropoles, je veux que ça soit le plus gigantesque cimetière, mon cimetière Beudin, le plus énorme, le plus fantastique qu'on aura jamais gavé, gardien déjà tout promu, tout bicorné, rehaussé, garant ses feuillages, super académicien de la grande cimetiérie française, je veux qu'il tienne tout l'horizon, la plus pathétique ribambelle, sarabande, l'étendue la plus triturée d'humble croix et de tumulus, des Flandres au Léman, de la Provence en Gascogne, que le glorieux soleil des morts aura jamais réchauffé, plus une motte de livres. Lafayette, nous voici. Je ne peux pas toujours parler tout seul, ça pourrait vous paraître suspect. Il faut bien que les autres aussi puissent présenter leur opinion. Je ne peux pas mieux faire que de vous citer le très bel article d'un grand périodique de New York, très autorisé, The American, juin 1938. Il peut donc arriver que ces trois fils, Leslie Howard Belisha, Léon Blum et Maxime Litvinov, ces trois représentants de la race, créent la combinaison qui enverra le frénétique dictateur nazi, qui est devenu le grand ennemi de nos jours, dans cet enfer auquel il a condamné tant des nôtres. Il est presque certain que ces trois nations, France, Angleterre et Soviet, liées par de nombreux contrats et dans un état d'alliance virtuelle, sinon déclarée, resteront unies pour empêcher la marche ultérieure d'Hitler vers l'Orient. L'ordre qui enverra le premier nazi au pas de parade, franchir la frontière tchèque, sera l'étincelle qui plongera l'Europe encore une fois dans le néant. Raté! Et quand la fumée des batailles sera dissipée, que les trompettes se seront tues, et les balles auront cessé de siffler, alors on peut se représenter le tableau qui montrera la descente, pas trop douce, dans un trou de la terre, de celui qui voulait jouer le rôle de Dieu, du Christ à la croix gammée, tandis que les trois non-ariens, Blum, Belisha et Litvinov, entonneront en chœur un requiem, qui rappellera d'une façon surprenante à la fois la Marseillaise, God Save the Queen et l'Internationale, et qui se terminera par l'éblouissant chant final guerrier, fier et belliqueux, Élie, Élie, nous sommes vainqueurs. Dans le même genre aimable, une autre proclamation bien nette, bien catégorique, Kubotsky, s'adressant aux Ariens belges. C'est parce que vous ne voulez pas vous battre que vous aurez cette guerre. Ne pensez pas que vous vous sauverez en nous laissant tomber. Je vous le dis, il y a du profit, des peintes de la meilleure humeur à parcourir les journaux, de droite, du centre et de gauche, à s'ébahir, se tamponner, un peu plus encore, sur les façons qu'ils peuvent mentir, troufignoler, travestir, exulter, croustiller, vrombir, falsifier, saligoter le tour des choses, noircir, rosir les événements selon la couleur des subsides, dérober, pourfendre, trucider, rhodomontader, pirouetter selon l'importance des enveloppes, d'offusqueries en extase, ces merveilles ce qu'ils peuvent éteindre, rallumer, bouillir, congeler l'opinion, détruisant morne, la voltige entre les lignes, c'est un régal, par exemple, la manière qu'ils surpassent, autour des micmacs chamberlains, du sketch à frisson, la semaine des Sudètes, cette pitrerie fait sale comble, on applaudit à tout crouler, même les marles les plus affranchis, ils en bectent, ils s'en délectent de cette putasserie tragédique, ils en reveulent, ils en redemandent de cette ragougnasse complotière, les plus insurgés d'habitude, qui vont au pétard pour des riens, pour un petit frais le soupçon, comment ils font ce coup-ci se faire endormir, c'est merveille. Pourtant ça foisonne suffisant, faut plus avoir le nez sensible, c'est du scénario très sommaire, du canevas presque, Monsieur
Chamberlain sauve la paix. Levez du rideau. Here, here, here. Il sauve son pot, Chamberlain. Il exécute que des ordres. Par téléphone, par écrit, ça lui radine la cité, des banques, de l'intelligence. Feignez, Chamberlain, pacifiste. Avancez-vous un peu plus à gauche. Là, s'il vous plaît. Parfait. Maintenant vers la droite. 2 pas, c'est tout. Reculez. Tirez-vous, Eden, par la cour. Faites du bruit. Passez devant la SDN. Faites un petit signe de détresse, pas trop. Là, saluez profondément. Vous reviendrez par le jardin. Allez, venez, à vous, Sir Simon, qu'on vous entende, renfrogner, qu'on vous aperçoive par la fenêtre, mélancolique, songeur. Prenez la main de Runciman. Là, repassez tous les deux. Très bien, de la désinvolture, du texte, maintenant du sérieux. Pas trop, gentleman pressé. Bonjour au tchèque. Là, disparaissez, demeurez toujours en coulisses. Duff Cooper, fignolez votre indignation, ténébreux, prophétique, sinistre, impatient. C'est fait, nous y sommes. Un petit voyage en avion, mystérieux mais photogénique toujours. Maintenant, vous aussi, Chamberlain, en avion, au Tyrol, encore. Retournez, évitez les mots. Munich, répétez. Là, le chapeau, Shakespeare, parapluie, les gants, saluez, parfait, bascule. Très bien, monsieur Orr, que Dieu vous entende, toujours à vos ordres. Ainsi la comédie s'enchaîne bien rythmée, sur un petit bruit de coulisses, au tambour crépé. Chamberlain défend, sauve la paix. C'est le scénario exigé par le populo britannique. Nous, par ici, on est plus simple. On n'y va pas par 36 routes. On nous file un beau matin la guerre dans les poignes. C'est pesé, avec son plein de gendarmes autour. Et en avant pour Charleroi, parfait pour nos gueules, les enfants du fascicule. Les Anglais en voudraient jamais d'une guerre à la 6-4-2, bâclée en vache. De cette façon, ils veulent des frais, du décorum, des prévenances. Ils veulent du temps pour réfléchir, gentlemainement, méditer posément la chose, s'habituer à l'idée. C'est pas des barbaques de cirque, des hominiennes comme nous autres, des gens maudits sacrificiels, des chairs apâtres d'offensive, les gentlemen. Pardon, ne pas confondre, c'est extrêmement différent un gentleman, n'est-ce pas, Sir Herzog of Morois? Ça nous pisse au cul du haut des falaises de Douvres. Un gentleman, c'est quelqu'un, comme dirait César. Il faut bien connaître l'Angleterre. Jeune Français qui la visiterait avec gentleman minute pour l'amener aux abattoirs. C'est pas un petit coton, il est feignant et confortable, le gentleman. Il a un pacte avec le qu'il est pas bon pour la pipe, comme nous de Riff et d'Autor, pas du tout. C'est en plus dans son contrat que nous devons y aller pour lui. C'est entendu depuis 3 siècles. Il faut comprendre les différences. Respect des contrats. Il compte donc, c'est régulier, le gentleman, sur toutes nos viandes comme remblai pour sa dignité. La sauvegarde de son thé pépère, de son golf, de sa pimpante boutonnière fleurie. Des formes, je vous prie, furie guerroyère, à garde radeuse voyoute, avec le gentleman des gants. Il prétend qu'on le houspille pas. Thé est mon droit. Faut lui ménager sa fierté, lui donner hautement l'impression qu'on lui respecte très la loyaux, qu'on le file pas comme ça au détail, au découpage, sans résistance très farouche, prise terrible, furieux colloque, luttes inouïes. Ah, ça n'irait pas du tout si on avait l'air de l'emmener, de l'emballer à la légère, Tommy Gentleman, comme on l'embarque du français, du bétail à la criée, du veau pour toutes les charpies. Pardon, il est pointilleux en diable, susceptible horriblement, gentleman. Il veut avoir son spectacle pour se faire sa conviction. La très édifiante, très sublime, très mémorable lutte de Monsieur Chamberlain contre les forces maudites, les démons teutons de la guerre. Oh, que c'est beau, que c'est poignant, que c'est farouche. Il y passera, le Chamberlain, l'Éden aussi, le Cooper aussi, et tous les suivants. Oui, non, bien sûr, puisque c'est écrit, répété, mais comme ça, boum, tralala, oh foutre non, qu'après des oppositions joliment stoïques, des déploiements d'ingéniosité à en défaillir, des bobissements, de vertiges, des compromis à périr d'extase, des ferrailleries les plus cinglantes, étincelantes, fulminantes, tourbillonnantes, contre les esprits infernaux, parfaitement. Billy Brown en a pour son pèse. Il est pas volé au spectacle, ça vaut l'arsenal pour le
le sport, ardent comme un match de finale, que le Briton sort édifié, convaincu de la performance, tout émoustillé d'avoir si bien joui, d'un si péremptoire tournoi, d'un si prodigieux pacifisme, et le recrutement a gagné. Ça va, il suit la musique.